Et c'est incontestablement donc l'actualité économique et industrielle majeure de la semaine. Accompagné du prince héritier Moulay Hassan, le roi Mohamed VI a présidé vendredi dernier au Palais Royal de Casablanca la cérémonie de lancement du projet de réalisation à Nouassar, à Casablanca, d'une usine de production de trains d'atterrissage du groupe Safran. Un investissement de près de 3 milliards de dirhams qui fait suite à l'annonce en octobre 2025 d'un complexe industriel moteur de 3,4 milliards de dirhams du même équipementier aéronautique. En quelques mois donc, le Maroc a franchi deux caps décisif, les moteurs d'avion et désormais les trains d'atterrissage, deux composants parmi les plus sensibles et stratégiques de l'aviation civile mondiale. Et pour nous en parler, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sriad Mzour. Bonjour. Bonjour Adil et merci de me recevoir. Marhaba bik معنا sur le plateau de Média 24, du 12-13 de Média 24. On a plein de sujets à aborder avec vous aujourd'hui. Marhaba, et d'abord je voudrais souhaiter à vos auditeurs et vos téléspectateurs Ramadan Moubarak Saïd à mon tour. Très bien. On a plein de sujets à vous poser aujourd'hui avec Aziz Bousta. Et j'aimerais commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est l'actualité industrielle et économique récente qui nous intéresse. Pourquoi ce site industriel, ce nouveau site industriel de Safran, dédié donc au train d'atterrissage, est-il aussi important que le complexe moteur lancé et annoncé officiellement en octobre dernier? D'abord, intuitivement, on a besoin d'un moteur pour décoller et pour voler, on a besoin d'un train pour atterrir. Oui. Et donc, c'est l'une des pièces les plus critiques de l'aéronautique, puisque elle garantit la sécurité des passagers, elle a des complexités en matière technique, en matière physique, en matière de contraintes physiques, en matière de contraintes hydrauliques, et c'est la pièce de référence de sécurité d'un avion. Et donc, c'est un pas extrêmement important. On ne fait confiance qu'à de très rares experts et spécialistes pour intervenir déjà dans la production et dans la maintenance de ces trains. C'est une montée en gamme, non seulement en termes de qualité, en termes de technicité, mais aussi en termes de confiance dans la capacité technologique et dans la rigueur de la chaîne de production marocaine. Alors aujourd'hui, c'est 4 mois après les moteurs, nous sommes extrêmement fiers de voir que nos jeunes talents, pour la plupart issus de la formation professionnelle que Sa Majesté a bien voulu mettre en place et élargir et encourager et soutenir et suivre de manière effective, puissent être les artisans de la sécurité de l'avion le plus vendu au monde. On parle de 700 emplois pour ce site industriel en particulier. Oui, effectivement. Alors ça n'est que le côté émergent de l'iceberg. Quand on a une locomotive comme celle-là sur une pièce aussi technique que le train d'atterrissage qui amène 500 emplois, ça a des effets bien sûr induits puisqu'il y a un ensemble de fournisseurs. Je vous rappelle que ce sera le complexe le plus important au monde de production de trains d'atterrissage. Et donc, ça attire une kyrielle de fournisseurs et d'expertise autour. Donc, l'effet multiplicateur sur l'écosystème attendu et de 4 à 5. Donc ça, c'est d'une part au niveau de cette pyramide-là. Mais au-delà de ça, l'attractivité que ça crée pour notre pays, la validation de l'évolution et de la maturation et technologique et compétitive et de rigueur de notre écosystème industriel font que ça donne une image extrêmement positive et ça attire des investissements de plus en plus complexes et de plus en plus évolués technologiquement. Et je pense que la partie la plus importante, c'est celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup vu des investisseurs qui venaient nous voir au Maroc et qui disaient on va commencer doucement par des choses simples, par des choses pas trop compliquées, le temps d'apprendre. Et bien aujourd'hui, quand on démontre qu'on sait faire des réacteurs et quand on démontre qu'on nous fait confiance pour faire des trains d'atterrissage, la discussion est autre. Alors, on va revenir sur l'impact de cette annonce sur l'écosystème aéronautique dans sa globalité. Et l'écosystème industriel de manière absolument, globale. Absolument. Mais j'aimerais vous poser une dernière question concrète sur ces... Je ne pensais pas que l'émission était déjà terminée. Non, pas encore. Les moteurs et les trains... J'ai entendu dernière question. Non, une dernière question avoir des problèmes sur ce premier point, sur ce site industriel. Les moteurs et les trains d'atterrissage, est-ce qu'ils seront simplement assemblés chez nous ou est-ce qu'ils seront produits localement avec une vraie maîtrise industrielle? Il y aura une vraie maîtrise industrielle. Bien évidemment, tout ne sera pas produit ici, dans un premier temps, et même dans un deuxième temps.
il y aura de l'usinage de pièces qui seront assemblées ici. Et puis ce sera évolutif. Ça veut dire au départ, on démarrera avec l'usinage de petites pièces. Et puis au fur et à mesure, on aura des pièces de plus en plus grandes puisque on ne peut pas du jour au lendemain acquérir toute la compétence sur chaque pièce. Moi, ça me pose problème, vous voyez, monsieur le ministre, parce que je me demande à chaque fois pourquoi... J'aimerais bien avoir des problèmes comme ça. Oui, mais il faut être ambitieux, Le Maroc a changé de dimension. J'aimerais bien avoir autant de problèmes comme ça. Moi, ce qui me pose le plus le problème dans l'industrie de manière globale, c'est pourquoi le transfert de technologie ne se fait pas d'une manière automatique ou systématique ou prend du temps, quelle que soit l'industrie en question. Mais alors, tout cela est très très simple, parce que c'est un domaine, celui-là en tout cas en particulier, le train d'atterrissage, nous n'avions aucune expérience, soit dans la production, soit dans la maintenance. Donc il faut construire le pipeline de talents, il faut que ces talents apprennent, il faut que ces talents soient certifiés, by the way, pour commencer à faire des pièces. Vous savez, on a commencé par dire que c'est un élément critique et sensible. Donc nous certifions des talents sur la partie assemblage, nous certifions des talents sur la partie pièces au fur et à mesure de leur complexité qui vont rentrer dans cet assemblage, et ça demande du temps et de l'expérience. Et vous comprendrez très bien que ce qui supporte la vie de 200 passagers dans un avion exige une certaine maîtrise, une certaine validation, des certifications quand on commence à fabriquer les pièces qui composent ce train. Donc l'aéronautique, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de vie humaine, et c'est une affaire qui demande un peu de temps. Je ne parle pas de décennies, je parle de 3, 4, 5 ans. Après, il y a un deuxième aspect par rapport à ça qu'on est en train d'essayer de traiter sur le lead time de l'intégration globale. Le deuxième aspect, c'est l'aspect acquisition de machines. Comme vous le savez, ces sites industriels ont besoin de machines assez spécifiques et assez complexes. Aujourd'hui, pour l'instant, j'allais y venir, jeune homme, j'allais y venir. Laissez-moi juste le temps de m'exprimer, ça va très bien se passer. Vous aussi. J'espère. En tout cas, je fais tout pour. Au-delà de ça, donc il y a un lead time sur les machines. Sur certaines machines, il y a un lead time de 4 à 5 ans. Et nous sommes en train de travailler avec le groupe Safran pour réduire ce lead time en fabriquant les machines ici. Donc, ces machines elles-mêmes devant être validées. Donc, nous allons faire un premier prototype. Nous sommes déjà engagés ensemble à faire un premier prototype de la machine la plus complexe qui est attendue, bien sûr, pour commencer par le haut. Et je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Pour pouvoir la tester, la valider, parce que c'est encore une affaire sérieuse par rapport à sa précision, par rapport à ses capacités, la faire évoluer s'il le faut, pour pouvoir la généraliser et gagner du temps, et les faire gagner en compétitivité pour que même l'équipement de leur usine puisse profiter de la compétitivité et de l'intelligence marocaine. Vous vous êtes fixé un délai pour cette machine en question ? La machine, je démarre le projet à partir de vendredi. D'accord. Voilà. Et le délai, donc ? Alors, il va falloir regarder sa complexité, puisqu'on vient de signer et on vient de discuter sur la possibilité de réduire ces délais. Je vais vous donner un exemple. Quand on a fait une machine 5 axes de même type, avec moins d'exigences sur le produit, parce que c'était une machine pour faire des connecteurs, on l'a faite en 4 mois, un design compris. Très bien. Aziz ? Jeune homme. C'est Riyad Monsieur. Bonjour. Ça va ? Très bien, et toi ? Ça va. Vous parlez de pipeline de talent, vous avez développé un pipeline d'éloquence. Vous parlez très bien de vos projets, mais qu'est-ce qui a fait que Safran vienne chez nous ? Vous parlez de capacité technologique, est-ce que c'est pas tout simplement un atout géographique ou un atout salarial ou un atout de quelque chose ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Pourquoi ils viennent chez nous ? Pourquoi ils vont pas en Espagne, par exemple ? Alors, on était en concurrence. D'abord, je ne parle pas de mes projets, je parle de nos projets, puisque ce sont des projets... Non, quand je dis vous êtes le ministre qui appartiennent à tous les Marocains, et à leur tête, Sa Majesté, qui a bien voulu présider cette signature, et ce qui lui a donné une force et une symbolique importante. Aujourd'hui, on était d'abord en concurrence avec 2 pays, et 2 pays extrêmement compétitifs, extrêmement intéressants, qui ont mis le paquet pour avoir... On peut les connaître ? Pour avoir ce projet. C'est aussi simple, c'est la Roumanie et le Portugal. D'accord. On a fait le travail. Alors, de ce que j'ai compris de pourquoi on a été choisi, même si on a présenté nos arguments, on a été choisi pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a une certaine stabilité par rapport à ce qu'on construit.
sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc a démontré qu'il a une stabilité politique, qu'il a dans ses politiques publiques, notamment au niveau de l'industrie. Les Roumains et les Portugais aussi, ils ont une stabilité politique. C'est pas la même chose dans les directions stratégiques majeures pour industrialiser, pour désindustrialiser, pour enlever ce type d'énergie, pour changer la fiscalité. C'est pas du tout la même chose puisqu'elle évolue, comme vous le savez, au gré de certains changements de majorité. Donc nous, on a une certaine stabilité. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui construisent, quelle que soit l'évolution, les uns après les autres, et qui cumulent la construction et qui respectent les engagements pris par leurs prédécesseurs. Le Maroc, dans le secteur industriel, a construit de manière accumulative. Et ça, ils apprécient. Et comme c'est une relation de 25 ans, Safran a démarré là il y a 25 ans, ils ont apprécié cette continuité dans l'évolution, dans l'accompagnement, etc. Donc la stabilité est là, elle est visible pour eux, elle est pratiquée. Elle n'est pas affichée ou ça n'est pas une évaluation d'une quelconque organisation internationale. La deuxième des choses qui était importante pour eux, c'est la dynamique. On est un pays qui est en pleine dynamique, en pleine évolution, qui n'est pas en désindustrialisation, qui est en train de s'industrialiser, qui est en train de s'armer, qui est en train de faire les efforts pour s'améliorer. Donc on est un pays dans une dynamique positive, avec une énergie positive, avec une force motrice qui va vers le haut. La troisième, c'est les talents. Nous avons un réservoir de talents extraordinaire, ce qui surprend certaines personnes qui passent leur temps à critiquer notre système éducatif ou à l'évaluer avec leurs critères. Mais nos talents sont... Et il est critiquable quand même, le système éducatif. Oui, tout est critiquable. Moi-même, je suis critiquable et j'accepte la critique. On n'ira pas jusque-là. Non, vous pouvez y aller. Et je répondrai à vos critiques avec plaisir et je les accepterai. Je les accepterai pour m'améliorer. Mais au-delà de ça, nos talents sont de vrais atouts. Vous savez, je suis très fortement surpris par ce décalage de discours entre ce que j'entends à l'intérieur, avec les analystes, avec même les opérateurs économiques nationaux, et ce que j'entends de la part des investisseurs internationaux. On a de vrais talents, motivés, extrêmement doués, à tous les niveaux, et extrêmement compétitifs. Dans toutes les usines qu'on met en place, et les centres d'ingénierie qu'on met en place, on atteint très rapidement des niveaux de compétitivité de classe mondiale. Mais vous avez posé une question, mais vous avez répondu. Vous avez répondu parce que vous trouvez que j'y ai répondu, donc ça va, tout va bien. Pour moi, c'est parfait parce que le temps passe. Oui. Est-ce qu'il y a une mesure, vous parlez de talent, vous parlez de compétences, vous parlez de notre technologie, etc. Est-ce qu'il y a un critère pour mesurer ça, et peut-être que ce critère serait les brevets. Alors, on va pas parler d'aéronautique parce que c'est quand même un métier nouveau chez nous, mais on va parler de la voiture, l'automobile. Ça remonte à il y a 15-16 ans. Combien on a développé de brevets? Combien on a développé vous serez surpris. Il y a 2 étapes dans l'acquisition technologique. Il y a des étapes qui est la partie appliquée, qu'on appelle les dessins industriels, qu'on dépose. Et il y a l'étape brevet, qui sont les inventions de rupture classiques. Alors le Maroc est dans le top 5 mondial par rapport au PIB. Je relativise. Oui. Vous faites bien de relativiser. C'est important de relativiser. C'est une précision importante par rapport au PIB. Oui. Et dans le top 5 mondial en dépôt de dessins industriels par rapport au PIB. Donc nous avons une capacité à acquérir la technologie et à la mettre en place. Et ça, c'est déjà une étape d'évolution. C'est des étapes par lesquelles sont passés le Japon, la Corée, à des moments, même la Chine, à des moments de transition technologique et d'émergence. Donc c'est un signe extrêmement positif. Après, effectivement, dans la partie recherche fondamentale et recherche de rupture, on n'y est pas encore. C'est une évolution que nous soutenons, que nous appuyons. C'est pour ça qu'on a mis en place le fonds de soutien à l'innovation pour appuyer et le transfert technologique, parce qu'il ne faut pas renoncer à ça. L'important, c'est d'acquérir, de comprendre, de savoir travailler avec, de maîtriser les outils avant de commencer à utiliser ces outils pour en créer de nouveaux. Donc, notre bataille aujourd'hui, c'est de généraliser
cette capacité à acquérir et à maîtriser des outils pour faire des objets, pour créer de nouveaux objets. Et nous sommes assez fiers de cette évolution. C'est vrai qu'elle n'est pas clinquante. C'est vrai que on peut légitimement aspirer à mieux, et on aspire tous à mieux, mais on y travaille. J'aimerais revenir sur l'industrie aéronautique quand on parle de l'écosystème de l'industrie. Excusez-moi si je suis un peu long dans mes réponses. Non, mais on a le temps, tout le temps qu'on a pour poser toutes les questions, et si on déborde, ce n'est pas grave, parce qu'on ne vous a pas tous les jours, donc on va en profiter au maximum. J'aimerais revenir sur l'industrie aéronautique. Ce qui compte pour notre écosystème local, c'est le taux d'intégration au niveau local. La question se posait également pour l'industrie automobile. Aujourd'hui, quel est le taux d'intégration réel de notre écosystème aéronautique marocain? Et automobile aussi, finalement. Alors, encore une fois, c'est un chiffre important. Plus important sur l'automobile que sur l'aéronautique, parce que sur l'automobile, il a un avantage. Si on est à plus de 70, aujourd'hui, on doit être à 71%. Si on est à ces niveaux-là, c'est autour d'un seul programme. Ça veut dire que je suis à 71% pour les voitures que je fabrique ici. Quand c'est l'aéronautique, les programmes sont dispersés. Donc on peut être à 44 ou 45%. Avec les moteurs, on sera probablement à 52, 53. Avec le train d'atterrissage, on sera pas loin de 60, mais c'est sur des programmes diversifiés. D'où l'ambition affichée d'aller vers un programme unifié d'assemblage final d'un avion qui décolle du Maroc, ce qui va nous donner un effet accélérateur pour attirer tous les opérateurs et tous les fournisseurs. D'où la phrase que vous avez prononcée Exactement. il y a quelques mois de cela, que le Maroc ambitionne de fabriquer localement un avion 100% marocain. Alors on était parti dessus, avec le fameux A220, on commençait à avoir le fuselage avant, le fuselage arrière, on est en train de travailler sur le fuselage central, on avait l'avant de l'avion, on avait les commandes, on travaillait sur la partie câblage, bien évidemment. C'est par là qu'on a commencé. Les trains arrivaient, on avait signé avec Pratt, qui est le motoriste du 220, pour venir ici pour travailler. Donc on avait cette idée-là. Il se trouve qu'entre-temps, l'avion le plus vendu au monde aujourd'hui, c'est la 320, et il y avait des besoins de ramp-up en termes de pièces pour la 320. Donc on ne va pas refuser un moteur. Donc le moteur qui est arrivé, le premier moteur qui est arrivé, c'est un moteur pour un autre avion, qui est le plus vendu au monde, ça tombe bien. Le train qui est arrivé, c'est le train pour un autre avion. Donc je dois encore faire un travail pour reconfigurer et réfléchir vers un programme qui soit le 320 ou le 220, mais ça reste toujours, et tant mieux si c'est le 320 d'ailleurs, mais ça reste toujours une ambition légitime de notre pays, avec des capacités assumées, existantes, de attirer un programme complet locomotive, comme je vous l'ai dit. Le moteur est un programme locomotive en soi, donc il va attirer des fournisseurs. Le train est un programme locomotive en soi, mais si on a tout l'avion, c'est jackpot. C'est mieux. Et rapidement, justement, pour poursuivre sur cette même question, on parle de moteur et de train d'atterrissage. Dans un avion, dont l'industrie aéronautique, au-delà de ces deux segments qui sont très importants, le moteur pour décoller, et effectivement le train d'atterrissage pour bien réceptionner l'avion, quels sont les autres segments stratégiques qui nous manquent? Oui, qui nous manquent et qui sont importants pour nous. La queue. Dans le cockpit, on sait faire des cockpits d'avions plus petits. On assemble la série, on ne fait qu'assembler finalement. C'est ça qui dérange un petit peu. On ne fait qu'assembler, on reçoit des pièces, on les assemble et on les fait. Quand on parle de taux d'intégration de 60, 70, 50%, on reçoit les décès industriels, vous en avez parlé, c'est très bien en matière de PIB, en matière de... Mais on les reçoit pas, on les fait. Mais au-delà de ça, on assemble, oui. Certaines choses, on les assemble. D'autres, on les travaille. D'autres, on les fait. Encore une fois, moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre, et une fois que je l'ai pris, une fois que j'assemble, améliore. Je ramène celui qui fait. Parce que, au lieu de la ramener de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de la pièce, celui qui assemble chez moi a tout intérêt à localiser celui qui l'a fait la pièce. Donc je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Je ramène, c'est une excellente étape pour ramener ce qui se fait avant. Donc je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Nous, on prend ce qu'il y a à prendre. Une fois qu'on a pris... C'est pas une question de complexe, c'est simplement une question d'ambition. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va aller plus haut, plus loin, plus fort, comme disait l'autre. L'ambition est là. Et vous le voyez, on réalise chaque jour une intégration supplémentaire. Et si on ramène un programme d'assemblage, c'est une nouvelle opportunité pour aller chercher les pièces qui rentrent dedans. Donc je n'ai aucun complexe, au contraire.
c'est une bonne nouvelle pour moi. À partir du moment où j'assemble des pièces chez moi, j'ai une opportunité d'aller chercher la fabrication de chaque pièce. Et ça, c'est formidable. Et c'est ce que je fais. Donc l'ambition est là. Et je vous ai même expliqué, au-delà des composants critiques, ce que je cherche, c'est le tout. Oui. I want it all. L'avion. Je cherche l'avion. Donc, à partir du moment où j'ai l'avion, et comme vous le dites si bien, une partie sera assemblée, mais cette partie qui sera assemblée, que j'amène d'ailleurs, c'est une opportunité de ramener celui qui la fabrique, ou d'apprendre à la fabriquer moi-même. C'est formidable. Donc l'objectif, il est toujours le même. Évidemment. Chez Riyad, l'objectif, il est toujours le même. D'ici 2030, l'objectif, c'est d'assembler ou de produire localement un avion. D'ici 2030, je souhaite avoir un avion complet qui décolle pour la première fois. Quel avion, quand vous parlez d'avion, Riyad Visor? Alors, je vous l'ai dit, j'avais une piste claire aujourd'hui qui s'est un petit peu troublée. Mais j'en ai d'autres. Là, parce qu'on travaille beaucoup sur Airbus et la compagnie nationale n'a que des Boeing. Oui. Une sorte de paradoxe. C'est un paradoxe historique sur lequel la compagnie nationale, m'a-t-on dit, travaille. Oui, ben justement, il y a une commande qui... Merci pour la réponse. Non, mais il y a une commande publique de la compagnie nationale. On en saura plus. Ça fait 22 mois que l'ARAM est en négociation avec les principaux constructeurs aéronautiques. On se pose naturellement, effectivement, la question de savoir si l'ARAM n'a pas plus intérêt aujourd'hui, avec un écosystème Airbus qui commence à se structurer chez nous au Maroc, d'avoir davantage d'appareils Airbus. Alors écoutez, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Parce que quand on a des appareils de même marque ou du même constructeur, les systèmes d'apprentissage, les systèmes de formation, de l'équipage, de la maintenance, etc., ont des similitudes. Et donc, pour passer d'un constructeur à un autre, ça demande une certaine taille critique au niveau de la flotte. Donc avec une flotte de 50 à voire 2 constructeurs, c'est assez compliqué. Avec une flotte de 200, ça peut être envisageable. On n'a pas entendu sur le taux d'intégration de l'industrie, de l'écosystème aéronautique. Pour l'industrie automobile, on est à 70%. C'est assez hétéroclite, ça ne va pas dans un seul avion. Mais si je prenais les composants et je les mettais dans un seul avion, c'est pour ça qu'il est moins important, on serait autour de 44-45%. D'accord. Alors à fin 2025, justement, les exportations, là on va parler des performances des filières industrielles. Les exportations du secteur aéronautique ont progressé de 10% sur l'ensemble de l'année 2025. En revanche, celles du secteur automobile ont reculé de 2% par rapport à 2024. C'est un miracle. Et c'est le segment de la construction qui accuse... moi j'avais noté moins 13%, mais oui, moins 15%, si vous le dites, je vous crois. Alors pourquoi et comment vous expliquez cette contre-performance de l'industrie automobile, notamment Contre-performance. On était habitué, effectivement, à avoir des années positives. C'est une stagnation miraculeuse, rappelez-vous. Comment vous l'expliquez? On a démarré en janvier 2025 avec moins 26, et c'était lourd, et moins 42 sur la construction. Donc, alors pourquoi? Je me suis expliqué tout au long de l'année, mais je vais répéter mes explications. D'abord, on a eu un marché européen en berne, complètement en berne, qui était en difficulté. Les marques européennes qui étaient en difficulté sur leur marché. Déjà, le marché était en berne et les marques européennes étaient en difficulté sur leur marché. Ensuite, on a eu un des 2 constructeurs qui a eu d'énormes problèmes techniques avec son moteur et des rappels, etc. Donc, qui a eu impact. Et ça, cette voiture toute seule, c'est à peu près le tiers de la production de ce qu'on produit ici. Donc, qui a été fortement touché. Et puis, on a eu aussi des phases de recalibrage de notre espace de production. Ça veut dire qu'on est passé de modèles à d'autres. Donc, on a eu des phases d'arrêt pour retravailler sur les chaînes de production. Donc, tout ça cumulé fait que on a souffert. Pour moi, c'était une annus horribilis au niveau de la construction automobile. Et je suis heureux de m'en tirer à si bon compte. Parce que les problèmes techniques sur ce véhicule ont été réglés et les ventes ont redémarré, parce que le tout n'est pas de régler le problème, mais c'est de reconstruire la confiance avec le consommateur. Donc les ventes ont redémarré. On a pu confirmer durant 2025 l'augmentation de capacité d'un des constructeurs qui ont porté notre capacité à 1 million de voitures, ce qui était extraordinaire. Donc les perspectives sont encore meilleures. On a pu intégrer de nouvelles capacités comme
plus l'assemblage du moteur. Vous savez, on avait démarré avec l'assemblage du moteur. Maintenant, on fait l'usinage du moteur avec un taux d'intégration de 45% sur le moteur, ce qui est extraordinaire. Vous voyez, il faut toujours démarrer quelque part. On a pu confirmer, et j'ai vu hier, j'ai reçu un investisseur qui est en train de nous faire une belle gigafactory à Kenitra, et on voit que les murs sont pratiquement finis, on attend les équipements avec impatience. Gotion. Chinois. Sino-allemand. On a vu ces projets sortir de terre, ce qui était extraordinaire. C'est pas tout de les signer, mais les voir sortir de terre réellement, c'est fantastique. On a reconfirmé un nouveau plan de développement avec l'autre constructeur qui permet de passer à l'électrification généralisée sur les chaînes de production. Donc voilà, oui, année difficile, année compliquée, mais année de construction et qui finit plutôt correctement. Ce que je retiens, c'est que c'est plus conjoncturel que structurel. C'est pas plus alarmant que ça pour vous. Franchement, j'ai été secoué, je vous le dis comme je le pense, parce que il y avait des tendances assez compliquées qu'on voyait. Vous savez, aujourd'hui, des chiffres qui ne trompent pas. Mon plus gros marché, c'est le marché européen, pour l'instant. Quand on voit le nombre de jeunes qui passent leur permis, en Europe, qui se réduit de 15 à 20% chaque année, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de l'automobile. Quand on voit l'évolution du marché qui est assez peu prédictible, et puis même les politiques publiques qui sont mises en place, qui sont difficiles. Les relations avec les États-Unis, ça aussi, ça pose problème, les tarifs, les droits de douane, etc. Ça a dû certainement impliquer. C'est une évolution que nous avions anticipée depuis longtemps. Ce qui est le plus compliqué, c'est de voir un jour je mets des bonus, un jour je les enlève, un jour j'annonce 2035, un jour je dis peut-être pas, un jour je vais dans cette direction, un jour je vais dans l'autre, un jour je décide d'avoir un taux d'intégration locale, un jour je dis c'est juste un framework. Donc voilà, aujourd'hui on est dans un monde où c'est notre secteur le plus important en termes d'exportation et même en termes d'emploi industriel. Mais en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes auprès de notre marché principal. Donc, cumuler à cela quelques problèmes techniques, mais je suis rassuré quand je vois que les opérateurs chez nous réinvestissent, refont confiance, et puis que l'attractivité du Maroc est toujours aussi intéressante dans ce secteur. Donc, alors conjoncturel ou structurel, à vous de juger, c'est préoccupant, et en même temps, il y a des signaux positifs. Très bien. Alors, on parle industrie depuis tout à l'heure, parce que vous êtes le ministre de l'Industrie, mais vous êtes aussi ministre du Commerce. Et on va ouvrir une parenthèse commerce, si vous le voulez bien. Je veux bien. Et récemment, vous avez eu une prise de parole très remarquée au Parlement, qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait le buzz, comme on dit. Vous parliez des spéculateurs intermédiaires, faraqchia, pour reprendre vos termes. En VO. En VO. Je vous propose de revoir justement cette séquence. C'est très court et on se retrouve juste après pour la commenter. ثانيا فرقشيه كاينين كانوا وغيبقاو الحلول غاديين لهم واحد بواحد كون خليناهم وهادشي هضرنا فيه كون خليناهم كون الثمن طلع ل 200 درهم دابا على الاقل كاين استقرار وحنا جايين لهم والثمن غيهبط رجلينا على رجليهم بكم ولا بلا بكم ولكن عارفين غتكون بكم ان شاء الله حاضينهم واحد بواحد تجار الازمات حاضينهم واحد بواحد المراقبه الميدانيه يوميه لجان مختلطه اللي كيخزن سريا كنمشيو ليه واللي كرت يفرط. C'était une erreur, c'est C'était l'inverse, ouais, c'était l'inverse. Vous étiez énervé. J'étais furieux, et je vous explique pourquoi. Parce qu'on était en pleine inondation au niveau de Qasr el-Kbir. Et franchement, tous les organes de l'État, sous la conduite de Sa Majesté, étaient mobilisés pour répondre, pour sauver des vies, pour apporter toute l'assistance nécessaire. Et je recevais une interpellation de la part d'un député qui me disait « Oui, vous laissez faire les spéculateurs,
sur place. Et effectivement, il y avait plein de vidéos qui disaient que les prix des transports avaient augmenté, que les gens vendaient le pain à 3 dirhams. Et il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse. Vous avez vu les forces armées royales qui ont installé des boulangeries, le transport qui a été mis en place gratuitement. Il y a eu une réponse, une vraie réponse. Et je trouvais ça indécent. Je trouvais ça indécent à un moment de crise où il y a une union nationale, où il y a une mobilisation nationale pour répondre à une catastrophe naturelle. De poser le sujet de manière aussi politique et aussi polémique. Donc j'étais furieux et je suis désolé d'avoir montré cette fureur. Alors moi, je mets de côté le contexte lié aux inondations, effectivement, parce que c'était... J'étais même indigné. Parce que c'était un contexte assez particulier. Et je trouve qu'en le regardant, parce que je l'ai pas regardé depuis, oui. Et je trouve qu'en le regardant, c'était plutôt mesuré, parce que vu ce que je ressentais à l'intérieur, c'était beaucoup plus violent que ça. Très bien. Alors je mets de côté le contexte lié aux inondations, mais par contre, il y a un vrai problème d'intermédiaires et de spéculateurs aujourd'hui au Maroc, notamment... Alors il ne faut pas confondre les deux. Oui, justement, je fais le distinguo. L'intermédiation de distribution, il y a des marges d'intermédiation qui sont saines. Mais il y a des intermédiaires véreux. Qui sont nécessaires. Il y a de l'intermédiation qui mérite d'être améliorée, soit en qualité d'ailleurs. Encadrée, d'être réglementée. Réglementée et encadrée, c'est autre chose. Qui mérite d'être améliorée parce que, in fine, j'encadre et je réglemente pour un objectif. J'encadre pas et je réglemente pour le plaisir de le faire. Qui mérite d'être améliorée et dont les performances méritent d'être améliorées. Et puis, il y a de l'intermédiation qui est complètement indigne. Alors, quand on est dans une économie de marché, on a des outils pour faire ça. On a des outils qui sont des outils liés à la veille à la concurrence, qui sont des outils de veille à la qualité et qui sont des outils, on va dire, d'orientation de marché par l'offre et la demande. Et donc, ce sont les outils que nous utilisons. Après, nous avons eu des moments particuliers où nous avons dû intervenir, par exemple, sur l'offre. Et l'exemple typique qui est utilisé sur la Farachia, c'est l'exemple de la viande. Nous avons dû intervenir sur l'offre parce que nous connaissions des conditions climatiques particulières et même sociaux particuliers qui ont fait que nous avions probablement sous-estimé l'offre, pas probablement, puisque ça s'est avéré dans le deuxième recensement que l'offre a été sous-estimée, et nous avions mis en place des outils avec les éléments que nous avions à notre disposition pour faire en sorte que le marché puisse s'orienter de manière favorable pour les ménages marocains. Opération qui a fonctionné de manière correcte la première année, puisqu'elle a surpris tout le monde, elle n'a pas laissé le temps à certains opérateurs véreux, pour le coup, d'anticiper et de prendre des mesures qui allaient fausser la concurrence et qui allaient fausser et qui allaient impacter de manière lourde sur le pouvoir d'achat des Marocains. Il se trouve qu'on s'est dit, toutes les mêmes causes créant les mêmes effets la deuxième année, on va reproduire le même schéma puisque nous avions les mêmes éléments, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient par rapport au recensement ou qu'ils soient par rapport au prix. Nous avions les mêmes éléments. Et donc, nous avons reproduit le même mécanisme qui a été, cette fois-ci, pas du tout utilisé de la même façon et complètement détourné de ses fins et voire même anticipé par certains opérateurs qui n'ont pas joué le jeu, que nous appelons... que j'ai appelé Toujal Azamat ou que j'ai appelé Wahouch dans une intervention précédente. Oui. Et je trouve ça complètement indigne. Après, nous travaillons pour faire en sorte que d'abord les choses ne se reproduisent pas. Ça, c'est la première des choses, c'est le plus important. Comment on fait pour que les choses ne se reproduisent pas? Pour moi, c'est très simple. Il faut sévir contre les opérateurs véreux et les spéculateurs qui nuisent au pouvoir d'achat des Marocains. Je veux bien. Après, on est dans un pays de droit. Oui. Moi, personne ne vous interdit d'acheter cette tasse à 10 dirhams et de la vendre à 100. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on ne va pas prendre quelqu'un et le mettre quelque part dans le cachot. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'outils, ça ne veut pas dire qu'on est démunis. On fait le travail, on le fait correctement. Les gens ont bien compris certaines choses. Ils ont des points de faiblesse
parce qu'ils ont fait mal aux Marocains, ils n'ont pas laissé faire les choses comme ça, et nous ne laissons pas faire les choses comme ça. Ils ont des points de faiblesse assez visibles, sur lesquels nous pouvons appuyer pour que les choses, d'abord, n'évoluent plus de manière négative, et c'est le plus important, parce que quand on est dans une situation difficile et qu'on voit que ça s'est stabilisé, déjà, c'est un premier pas pour être rassuré. Quand on voit que ça continue et que demain, on ne va pas s'en sortir, c'est compliqué. Alors, puis après, je peux finir ma petite démonstration, c'est deux phrases. Allez-y. Deux phrases. Et puis après, mettre en place des outils, cette fois-ci différents, pour faire en sorte que la vague redescende, pour qu'on arrive à la stabiliser au vrai prix. Alors maintenant, il y a une différence. Et c'est ça qui est important. Il y a une différence entre le prix attendu par le consommateur, ça veut dire le prix historique, et le vrai prix des choses. Quand on me dit la viande à 70 dirhams, aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, avec les coûts des intrants, avec l'évolution, bon, j'espère que maintenant avec les pâturages et la pluie, et c'est bien fait sur notre pays depuis toujours, les choses vont revenir à la normale, mais à aujourd'hui, ou à il y a un mois, le vrai prix de la viande était pas loin des prix pratiqués sur les marchés. Ça veut dire les marges étaient à un niveau correct par rapport aux transmissions classiques de distribution. On n'était pas à des prix exagérés, et je vous assure qu'on le surveille tous les jours. C'est pas le ressenti des gens, hein. Je comprends tout ce que vous dites, mais c'est ce que je dis. Oui. Vous pouvez me dire la viande doit être à 75 dirhams. Je regarde aujourd'hui, et je vous assure que je fais l'exercice tous les jours, dans plus de 50 points dans notre pays. Ce n'est pas des choses qu'on fait de manière hasardeuse, avec une méthode scientifique, sur plus de 50 produits, et que nous surveillons de près, avec toutes les marges d'intermédiation à toutes les étapes. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. La marge du boucher, entre l'abattoir et le boucher, historiquement, était de 8 dirhams. D'accord ? Aujourd'hui, elle est de 15. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Ça a pratiquement doublé. Après, je rentre chez le boucher et je lui dis, pourquoi tu n'es plus à 15 ? Pourquoi tu es à 15 et pourquoi tu n'es plus à 8 ? Alors d'abord, déjà, lui, ses frais à lui, intrinsèquement, ont évolué. Ça lui coûte plus cher. Deuxièmement, la viande, il la garde plus longtemps, donc il a plus de déperdition par rapport à la viande qu'il a, vu que la consommation s'est adaptée à ce genre de choses. Et troisièmement, il avait des byproducts qu'il faisait, qui étaient un peu moins encadrés à l'époque, donc monter en gamme en termes de qualité, qu'il ne peut plus faire. Et donc, effectivement, la marge qui lui permet, et même lui, il doit évoluer aussi, comme tous les Marocains, au niveau de son pouvoir d'achat. Il doit l'adapter par rapport à sa capacité de consommation. Donc, quand tous les Marocains, quand on fait le calcul, effectivement, 15 dirhams semble exagéré, ce qui nous amène aujourd'hui à 100 dirhams sur le vin, plus ou moins. 15 dirhams semble exagéré pour lui par rapport aux 8 dirhams historiques, mais on n'est pas loin de la vérité des prix par rapport à lui aussi. Donc, si vous me laissez poser ma question. C'est important de dire la vérité. Moi, je veux bien dire « Ah, on va revenir à 75 dirhams », je ne le dirai pas aujourd'hui. Très bien. Aziz Boustaï, ce sera la dernière question. Alors, moi, c'est un commentaire, parce que la réponse de monsieur le ministre était un peu longue sur le commerce, donc je veux prendre une minute ou deux, si tu permets, Adil. Vous êtes ministre du commerce, de l'industrie et du commerce, mais je vous sens, je parlais tout à l'heure de pipeline d'éloquence, je vous sens beaucoup plus éloquent en matière d'industrie qu'en matière de commerce. Au point pourtant, que je fais de mon mieux. On n'en doute absolument pas. On n'en doute absolument pas. C'est absolument pas. Mais je suis désolé de vous décevoir. Mais j'ai l'impression, non, vous me décevez pas. Vous me décevez pas. Je suis simplement un peu attristé par le fait que je constate que peut-être. Le seul passage que vous avez passé, c'était un passage sur le commerce. Mais je dis ça, je dis rien. Parce que c'est lui qui a fait le plus. C'est une technique pour pas poser ma question, ça. Mais vous parliez d'éloquence. Mais vous avez laissé terminer, j'espère. Il a fait un jugement de valeur. Oui, vous allez répondre. Mais je l'avais même pas encore fini, ce jugement de valeur. J'ai l'impression que vous êtes ministre. Alors, Aziz. Ministre du Commerce, sans avoir véritablement la main sur ce secteur, comme vous l'aurez sur le secteur de l'industrie. J'ai l'impression qu'en tant que ministre du Commerce, il y a beaucoup de gens, Farachia ou autres, qui font commerce dans votre dos ou sur votre dos, au point que ces Farachia, je me rappelle, il y a 2 ans, vous étiez mon invité à une émission télé, vous avez parlé de 18
que vous aviez repérés. Et ces 18-là... c'est pour les filières des viandes rouges. Toujours dans la viande. Mm. Il y a toujours filière des viandes rouges congelées qui avaient été importées. Finalement, donc les 18. Alors, il y a ça comme question. Et deuxième question, puisqu'on parle des viandes, puisqu'on parle de tout ça, il y avait eu une mission d'information, commission d'enquête, etc. Non, mission d'information. Pourquoi mission d'information? Avions-nous tous demandé au parti de la majorité, dont l'Istiqlal? La réponse était, c'est parce que ça va plus vite. Alors, ça fait 2 ans maintenant, vous parlez d'un tas de choses, mais j'ai pas l'impression qu'au niveau du commerce, au niveau des intermédiations, vous ayez véritablement la main, à moins que je me trompe. Non, vous avez raison. C'est beaucoup plus complexe qu'un projet industriel. Tout est commerce dans le pays. Chaque transaction, c'est du commerce. Et donc, c'est notre vie de tous les jours. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez raison de dire qu'on n'a pas la main dessus aussi facilement qu'un projet industriel. On met une machine, on amène des compétences, on met des intrants, et ça sort. C'est beaucoup plus simple. L'industrie est beaucoup plus simple par nature que le commerce. Le commerce, c'est des transactions qui ont lieu entre des millions de personnes plusieurs fois par jour. Donc, imaginez la complexité de la chose. Deuxième chose, on essaie d'agir avec les leviers qu'on a en respectant la loi et en respectant la réglementation. Ça veut dire on ne va pas utiliser des méthodes autres que celles qui nous sont données par la loi. Alors vous allez me dire, dans ces conditions-là, vous n'avez pas suffisamment d'outils pour protéger le consommateur. Que nenni. Nous en avons et nous les utilisons tous. Après, ce qui est important aussi de dire, il est important d'être honnête et de ne pas aller dans le populisme gratuit. Aujourd'hui, c'est mon devoir aussi de dire la vérité des prix. C'est facile de venir dire « Ah oui, on va remettre et on va ramener, et c'est pas normal que ce soit pas 75 dirhams, la viande, et quand vous êtes arrivé, c'était comme ça. » Ben oui, aujourd'hui, le coût de la chose a évolué. Ça coûte plus cher. Donc, encore une fois, on fait des choix, on travaille, on fait en sorte que le système soit le plus optimal possible, et on agit avec le plus optimal possible. La justice dans la transaction, mais on fait en sorte que le système soit... Ça, on n'est plus dans le droit. Ce que je veux dire, on est dans la liberté des prix, on est dans l'économie de marché. Moi, aujourd'hui, rien ne m'interdit de vous vendre ce stylo à 1000 fois sa valeur si vous acceptez de le faire. Encore une fois, il faut que chacun soit conscient de ses rôles et ses responsabilités. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer la meilleure concurrence possible qui est censée donner le meilleur prix et de faire en sorte que des gens ne préemptent pas le marché, de gens ne mettent pas le marché en danger, de gens ne s'entendent pas pour fragiliser le consommateur sur le marché. Et quand il manque de l'offre, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la viande, d'amplifier l'offre pour réduire les prix. Donc on utilise les outils qui sont à notre disposition pour faire en sorte de protéger le pouvoir d'achat du consommateur marocain. Effectivement, il trouve par rapport à des références historiques que les prix sont encore trop chers. Les prix, pour l'instant, sur certains aspects, il y a encore des choses à régler. Je ne dis pas qu'on est parfait. C'est du travail permanent, de la surveillance permanente, de l'évolution permanente. Les prix, sur la plupart des aspects, sont les vrais. Et ouais, on va conclure là-dessus. Et le mois de Ramadan ne fait que commencer, donc on va suivre effectivement l'évolution des prix. C'est un mois extrêmement sensible. Et extrêmement propice aux opérateurs véreux. Extrêmement sensible. Oui, et c'est pour ça que nous accordons une attention particulière à certains produits particulièrement durant ce mois sacré. Merci beaucoup, Seyyed Mzour. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Média 24.